Voilà, donc pour ces avancées dans l'enquête ce soir, on apprend à l'instant, hein, voilà, ces investigations qui continuent d'avancer, de livrer des éléments cruciaux. On apprend que deux des kamikazes du Stade de France sont donc bel et bien passés par la Grèce. Ils ont été contrôlés ensemble en Grèce le 3 octobre dernier. C'est ce qu'annonce ce soir le procureur de Paris. Une information, messieurs, dames, qui forcément pose de nouvelles questions sur le contrôle des frontières, alors que les 28 étaient rassemblés aujourd'hui à Bruxelles pour parler réforme du code frontière Schengen. Hein. James André, peut-être. Effectivement, et c'est vrai que le problème, c'est que ça vient accréditer la thèse de ceux qui pensent que ces djihadistes se cachent dans le flot des migrants qui arrivent. Et c'est vrai que les États-Unis, je pense que vous le savez, le Congrès a voté pour limiter l'arrivée de migrants syriens et irakiens sur leur terre, pour vraiment pratiquement les bloquer. Ça fait partie des conséquences de ces attaques parisiennes, effectivement. Et voilà, et ça fait partie des conséquences, c'est que politiquement, il y a forcément des gens qui vont vouloir qu'on bloque l'arrivée de ces migrants, et ça, c'est évidemment un problème. Le contrôle des frontières européennes, la question, elle est évidemment posée aujourd'hui. Réformer Schengen, c'est forcément la solution pour dresser un rempart contre le terrorisme ? Non, mais peut-être à court terme, en réduisant les capacités de Schengen et de liberté d'accès d'un pays à l'autre, en rétablissant tout au moins les contrôles, plutôt qu'en fermant les frontières, bien entendu, ce qui n'aurait pas de sens opérationnel. C'est peut-être une solution tactique à court terme, en effet. Mais la question, croit-on qu'en fermant les frontières françaises, par exemple, on résoudrait la question de l'entrée complètement en France des terroristes ? On a bien vu que de toute façon, ces terroristes ont passé les frontières européennes, qui sont peut-être moins... C'est pour ça aussi que les contrôles aux frontières des pays interne donc ont été... l'enjeu est bien un enjeu de capacité, non pas à rendre hermétique, mais à rendre plus solide la sécurité aux frontières européennes. Mais imaginez qu'on pourrait tout seul résoudre ce problème aujourd'hui, en France par exemple, en restant enfermé, n'a pas de sens. La réalité, c'est qu'il faut développer au contraire le projet européen avec une exigence, et un partage des moyens opérationnels militaires, je le disais tout à l'heure, mais des moyens d'information en décuplant cette capacité. Et en revanche, en partageant des exigences dans le respect de nos règles communes finalement à la civilisation européenne, et l'établir à l'ensemble du continent et l'Union, bien sûr. Je ne pense pas que la mobilité d'un pays à un autre ne soit un problème comme des régions ou des États aux États-Unis, si en revanche la capacité à donner des informations et à avoir une efficacité opérationnelle pour les services de police est plus grande. Et ça, vous y croyez vraiment, Ziad Limane, qu'on va arriver à davantage d'Europe dans les mois qui arrivent ? Non, il va y avoir deux forces tout à fait contradictoires qui vont jouer l'une contre l'autre. Et c'est là où on voit bien aussi que le piège Daesh est un piège à plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie des gens qui vont dire il faut se refermer sur nous-mêmes. Je ne vise personne, mais enfin, il y a un certain nombre de partis qui défendent ça très bien, depuis très longtemps d'ailleurs, avant les attentats, et qui le rétablissement des frontières, etc. Manuel Valls, je crois, excusez-moi, sauf si je fais une erreur, a fait une comparaison intéressante hier ou avant-hier. Il a dit quand on avait des frontières chacun chez soi, ça n'a pas empêché le terrorisme basque de traverser la frontière, ou le terrorisme, je ne sais quoi, de venir en France, venir prendre des cibles. Donc ces gens sont malins, ils ne sont pas à la merci d'une frontière où ils ont une organisation qui est quand même suffisamment sophistiqué pour que ce monsieur Abaoud ait pu traverser de la Syrie jusqu'à Paris. C'est-à-dire que ça fait quand même beaucoup d'étapes. Donc je pense que ça, c'est le premier piège. Et je pense que les Européens, s'ils s'en donnent les moyens, sont capables d'avoir une sécurité à leurs frontières qui est une vraie sécurité, à condition que tout le monde partage les mêmes objectifs. Je ne suis pas tout à fait sûr. Je ne suis pas tout à fait sûr que tout le monde. Il y a de nombreuses dissensions, ça c'est sûr au sein de l'Union. Non, mais je pense qu'il y a aussi des hypocrisies. Je pense qu'il y a aussi des pays qui se disent pourquoi je vais m'embarquer dans tout ça, etc. Je veux pas. Bref, je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte. Encore une fois, je vous parlais d'une lutte globale. Il faut que l'Europe se rende compte qu'elle est à une double frontière, qui est la frontière du chaos oriental qui est à son est, et
une frontière sud qui est à la fois un chaos économique et un chaos sécuritaire. Donc il faut que les gens soient solidaires. Non, mais c'est donc bien, pardon, la question ça nous ramène aux raisons d'être, aux racines même du projet européen. Tout à fait. S'il n'est que mercantile et que l'organisation d'un grand marché, alors il n'a plus de sens. Alors en revanche, on va retrouver là, à mon sens, ce qui doit nous motiver, c'est-à-dire une capacité à se défendre ensemble aussi, à se protéger ensemble. Juste. Oui, après. Oui. En fait, deux dessins qui résument exactement ce qu'on vient de dire. Ce premier dessin de l'américain Joel Pett, qui est paru dans Lexington Herald, et en fait qui montre une famille arrivée au poste de frontière qui crie qu'elle a derrière elle les terroristes, puisque ces migrants fuient les terroristes, et le militaire les désignant, ils partagent la même bulle. Donc voilà, on les qualifie de terroristes alors que ces gens fuient exactement en fait les mêmes exactions que nous on a pu dans une moindre mesure qu'on a pu connaître. Donc c'est quand même un climat de peur qui est en plus instrumentalisé. Et donc, on disait aussi que l'important était de renforcer cette coopération des services de renseignement. Et c'est ce dessin de Pierre Kroll qui va apparaître demain dans le quotidien belge Le Soir qui nous a fait mourir de rire. En fait, ce sont les services de renseignement belges et français qui s'échangent les fiches des terroristes, un peu comme des cartes Pokémon. Donc voilà. Panini, ça nous fait penser à ça, hein, ces fameuses images de genre de football. La coopération entre la Belgique et la France, la coopération aussi entre peut-être la France et le Maroc. Hein. C'est le Maroc qui a averti les services de renseignement français. C'est plus ou moins... C'est moins clair, mais disons que... En tout cas, François Hollande aujourd'hui a remercié le roi Mohamed VI mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a cette coopération efficace. Il y a deux pays qui sont, j'allais dire, à l'avant-garde. C'est le Maroc et l'Algérie. Et qui ont des services de renseignement. L'Algérie, elle a une expérience, j'allais dire, au quotidien de la menace. Ils ont été attaqués. Là aussi, on a la mémoire un petit peu courte, mais une de leurs bases, j'allais dire, pétrolières a été attaquée. In Amenas. C'était il y a 1 an et demi. Ouais, c'est ça. Donc, par Mokhtar Mokhtar. Encore une fois, je pense qu'une des clés, c'est que on comprenne bien dans le monde occidental, avec ces composantes diverses, parce que l'Amérique, on n'a pas du tout parlé d'Amérique jusqu'à maintenant, mais moi je pense qu'il faut parler d'Amérique à un moment ou à un autre, parce qu'il y a une stratégie très particulière. Ce monde-là, il n'est pas isolé face à la menace, il fait partie d'un tout qui lui-même est attaqué. Donc il faut plus de collaboration. Et la deuxième chose, la deuxième partie du piège, on a parlé des frontières, c'est la cohésion des populations. C'est clair que ça va être un problème. Et c'est clair qu'on joue sur ce problème. On joue pour que les populations, en particulier en France, où il y a une vraie diversité. C'est d'ailleurs l'objectif de Daesh, de montrer les populations les unes contre les autres. Alors les autres Européens ont l'air de dire que ça les concerne pas beaucoup, et en particulier ceux qui n'ont pas beaucoup je pense aux pays de l'Est, etc., qui n'ont pas une immigration très forte, mais il y a des voisins autour de nous. L'Allemagne a une population d'immigration très forte, et ils en auront de plus en plus. Les gens de l'État islamique c'est des gens qui savent faire la guerre, ils savent monter les opérations, d'infiltrer les réfugiés. Mais c'est jamais qu'un vecteur. Oui, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est qu'ils ne passent pas par le canal des réfugiés, ils passeront par ailleurs. Ça, non, et en plus, il y a un aspect châtiment. Il faut toujours revenir à la logorée. Ces réfugiés, qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils quittent la possibilité du règne. Ils quittent la possibilité du règne de l'État islamique. Ils fuient. Donc ils font partie eux-mêmes. Si on peut créer une situation totalement chaotique qui les empêche de fuir, c'est tout bonus. Thierry Garnier, sur ce risque de stigmatisation d'une partie de la population. C'est-à-dire que je crois totalement que c'est un des volets du piège, c'est la division, et chez nous, ce qu'on appellerait une division communautariste. Or, je trouve que pour l'instant, dans cette semaine triste, assez sinistre évidemment, s'il y a un élément qui peut nous donner espoir, c'est que j'ai l'impression que dans l'Hexagone, en France métropolitaine, cette dimension du piège, pour l'instant, il y a des aspects des musulmans, de nos concitoyens qui sont stigmatisés, à l'inverse, certains qui peut-être dans la communauté musulmane se disent il faut se protéger, et il faut renforcer un discours martial à l'égard de ceux qui attaqueraient les mosquées, etc. Bon, sûrement, mais je pense qu'ils sont assez minoritaires, et je pense qu'en revanche, la prise de conscience commune, que tous ceux qui ont choisi notre mode de vie, qui
adoptent nos règles, tous parmi nous. Hein. Et tous ceux qui jouissent de notre mode de civilisation, au fond, tous sont visés et tous sont victimes. Et je pense que ça, pour l'instant, c'est plus encore qu'à l'époque de Charlie, où il y a eu des débats, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, des débats sur le fait qu'au moment de Marat, c'était les Juifs, au moment de Charlie, c'était les journalistes. Et donc, finalement, pour certains, d'ailleurs, c'est venu dans la bouche d'un des élus du Front National, hein, là, cette fois-ci. Bon, mais il était justement l'épiphénomène, l'exception à la règle. En revanche, je pense que, globalement, dans le pays, pour l'instant, cet aspect du piège ne fonctionne pas. Et c'est... D'ailleurs, en ce vendredi, en ce jour de prière, les musulmans tout ça est très fragile et peut être modifié demain, bien entendu. Ils ont de nouveau rendu hommage aujourd'hui aux victimes des attentats. Le prêche du jour, il avait été élevé contre le terrorisme. C'est le Conseil français du culte musulman qui avait proposé aux quelques 2500 mosquées du pays un texte solennel condamnant sans ambiguïté toute forme de violence. On va peut-être pas regarder le sujet pour continuer à débattre entre nous. J'ai envie de dire que c'est bien le moins, tout de même, mais formidable. C'est jamais trop tard. Et c'est une question qui est posée régulièrement. Est-ce qu'ils ont à justifier systématiquement c'est pourquoi à condamner régulièrement pourquoi moins que dans les cathédrales ou au Grand Orient se lever au nom de sa communauté dans ce cas-là. Je suis un grand laïc, mais après tout, c'est assez légitime. Et tant mieux, c'est tout. C'est tant mieux. Quoi. Ça emmène sur la discussion qui, à mon avis, est aussi très importante sur les origines de la radicalité. Qu'est-ce qui fait que des jeunes Français, qu'ils soient de deuxième génération français ou d'autres, parce qu'on n'en parle pas souvent, parce que c'est un peu gênant sur le plan du politiquement correct, qui sont des bons berrichons ou des bons savoyards qui basculent aussi et qui partent faire le djihad. Les Bretons. Qu'est-ce qui fait que... Oui, ou les Bretons, je vous laisse... les convertis, la bande de convertis. Les convertis. Donc, qu'est-ce qui fait que cette radicalité s'installe ? C'est extrêmement difficile de dire... que c'est hors islam. Ça, je suis bien d'accord. Et sur ce plateau, on a eu des discussions assez, j'allais dire, toniques sur la question. C'est pas hors islam, mais c'est pas l'islam. C'est ça. Et donc, il faut séparer les deux choses. C'est une instrumentalisation de l'islam. C'est une récupération d'un certain vocabulaire dans l'islam qui permet de récupérer des gens qui peuvent avoir des racines musulmanes, qui peuvent avoir des racines arabes, et qui vont se retrouver là-dedans. Ça, c'est le point 1. Mais on ne peut pas dire que l'islam n'a strictement rien à voir. Et on le voit bien par la mobilisation d'un certain nombre d'élites, que ce soit des écrivains, des auteurs, des imams, etc. Il y a une bagarre quand même dans l'islam qui est entre l'islam dit séculier modéré et un islam des origines, sans utiliser le mot de la base, etc., etc. Mais il y a aussi des responsabilités au niveau de la République française. Quand vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas d'incidents, il n'y a pas trop d'incidents. Mais il y en a, je dis qu'il y en a, j'en ai cité. Et puis, il y a des choses qui sont quand même un petit peu choquantes. Bon, il se trouve que moi, je suis directement concerné, mais je trouve que le passage du discours de François Hollande sur la double nationalité pose un vrai problème. Il faut savoir une fois pour toutes, est-ce que des Français sont français ou est-ce qu'il y a des Français qui le sont un peu plus et d'autres qui sont un peu moins ? De dire que quelqu'un qui est de double nationalité est forcément quelque part un peu suspect parce qu'on peut changer la loi le concernant, c'est bien parce qu'il a une autre nationalité ou une autre culture. Donc on voit bien que c'est un débat extrêmement compliqué entre la sécurité, l'identité, etc. Mais je me dis aussi qu'on ne réfléchit pas assez dans ce pays et dans d'autres aux origines de la radicalité. Chloé, juste... Je vous en prie. Chloé, faut t'imposer. Tout à fait. En plus, ces dessins, on nous donne tout de même aujourd'hui, je trouve, une certaine force d'âme, quoi. Beaucoup de dessinateurs ont pris leur crayon justement pour renforcer un petit peu cette cohésion. On a dit qu'elle avait parfois ses limites, mais en tout cas qui ont rendu un bel hommage et évidemment aux victimes. Et évidemment, ce sont les symboles forts de la France qui ont été utilisés, mis en exergue. Ici, sur ce dessin de Chonu, qui est un dessinateur de Cartooning for Peace, on voit cette tour Eiffel très simplement recouverte du drapeau français comme on peut le faire sur les victimes. C'est simple, c'est efficace et c'est assez touchant. Le symbole de la Marianne a également été beaucoup repris. Ici, c'est le dessinateur néerlandais Joep Bertram qui titre son dessin Not Broken. On voit une Marianne dont j'ai oublié le nom de son bonnet. Le bonnet phrygien. C'est transformé en une partie d'armure, un casque, qui semble avoir certes pris des coups, mais qui est là, bien droit, bien attaché. Cabossé, mais toujours là. Voilà, c'est un peu comme la devise de Paris, on n'a pas coulé. Voilà, exactement. Autre symbole, celui des lumières de nos philosophes face à l'obscurantisme des
ces barbares. Ici, le dessin du dessinateur américain Ed Hall, qui montre encore une fois une femme qui symbolise la France, éclairer un petit peu ce paysage qui avait été endeuillé et noirci par les attentats. Image reprise par Plantu, qui a posté ce dessin dès samedi sur sa page Facebook et qui a été le dessin du Monde de dimanche et lundi dernier. Exactement la même idée que les symboles de la France, la Tour Eiffel, la Marianne sont là pour éclairer. Le Monde, puisque vous en parlez plus généralement dans son ensemble, la presse magazine qui rend hommage cette semaine, évidemment, avec des unes marquantes comme celle-ci, avec ce drapeau français, vivre avec, vivre ensemble, et puis vivre en France. Il y a aussi Newsweek. Vous imaginez tout de même vous imaginez le temps lumière. qui est passé et la révolution culturelle de voir la version magazine du journal Le Monde d'Hubert Beuve-Méry s'afficher en bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Voilà, pour ceux qui ont quelques années derrière eux. Je ne peux pas jouer à l'ancien, mais c'est assez frappant. La presse étrangère il n'y a également, plus de débat sur les couleurs nationales, et c'est formidable. Voilà, ce drapeau français qui a la cote aujourd'hui. C'était ringard il y a 20 ans, encore. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. La Marseillaise aussi, on pourrait en parler. Faire des parties. Vous avez peut-être lu ce papier de l'écrivain historien David Van Reybrouck, qui a lancé un appel à François Hollande au lendemain de ces attaques, en rétorquant par la force, puisque la France a immédiatement renforcé ses frappes sur la Syrie au lendemain de ces attaques. Monsieur le Président, vous êtes tombé dans le piège de Daesh, le risque de surenchère que cette riposte pourrait entraîner, il est effectivement posé aujourd'hui ? Comme on l'a dit au début de l'émission, il y a un certain nombre de pièges qui sont tous les uns derrière les autres. Le piège de la surmilitarisation est une réalité d'autant plus réelle, excusez-moi de la répétition, que nos moyens sont limités. On est encore une fois, on n'a toujours pas parlé des États-Unis, mais encore une fois, les Américains, quand ils font... Parlons-en de ces alliances. La France a discuté avec la Russie pour frapper en Quand les Américains font ce genre de menaces, ou les Russes font ce genre de menaces, ils ont un appareil militaire qui leur permet de porter des coups extrêmement brutaux, avec parfois des conséquences politiques qui peuvent être tout à fait discutables, parce que la lutte contre Al-Qaïda après le 11 septembre a quand même engendré une partie du problème d'aujourd'hui. Un foutoir absolu au Moyen-Orient et la naissance de l'État islamique sur les erreurs de Bush. Donc on peut discuter, mais le risque dans le discours français, moi je pense que la fermeté c'est très important. Je pense que de dire que la France est une cible, c'est très important. Le mot guerre, je veux bien qu'on l'utilise parce que ça permet de mobiliser les énergies. Mais il faut qu'on soit bien conscient en France que nos moyens, qu'ils soient militaires, qu'ils soient du renseignement, qu'ils soient de notre capacité de nous projeter, même si on est la 5e ou la 6e puissance du monde, on n'a pas ces moyens-là. On a 10 avions aujourd'hui qui survolent. Demain, le porte-avions va arriver, mais tout ça, Charles de Gaulle qui arrive, tout ça, ça tire nos limites. On va recruter, excusez-moi, on va recruter 2000 policiers. Il va falloir 3 ans. Il va falloir trouver du budget. Donc, on est malgré tout soumis à une tension. Et donc, il faut aussi que derrière le discours sécurité-guerre, il faut voir le côté diplomatique, il faut voir le côté alliance. Je reviens toujours là-dessus. Toutes ces questions des alliances stratégiques, elle est posée. Pardon, on parle des Américains, des Russes aussi. Je suis moins compétent sur cet aspect des alliances même. Je pense que face au piège de la division sur le terrain international, il faut renforcer l'alliance, en effet, notamment avec les États-Unis, mais pas exclusivement avec tous ceux qui sont nos alliés, comme on l'a vu tout à l'heure, le Mali qu'il faut aller aider, ou la Tunisie, par exemple, pour ne citer que. Il faut renforcer l'alliance européenne, c'est-à-dire l'unité de l'Union européenne, mais il faut aussi songer, et c'est un peu plus mon terrain, à la dimension politique intérieure. Et à cet égard, je pense que la notion d'unité est fondamentale, et je pense qu'il y a eu un moment dans la semaine où les politiques français, à travers le comportement de certains parlementaires, ont montré une division très malvenue, que d'ailleurs les Français, y compris ceux qui votent aujourd'hui pour l'opposition, ont très mal vécu. Et je pense d'ailleurs ils l'ont compris, c'est-à-dire que la discipline est revenue dans les rangs, y compris dans la façon d'exprimer des arguments hostiles à la prorogation qui a été validé d'ailleurs d'urgence. par le Sénat tout à l'heure. C'est fait prolongation de 3 mois de l'état d'urgence. Et à cet égard, je voudrais revenir sur le propos, sur le piège et sur la réponse. Je suis totalement d'accord pour considérer, je crois qu'aujourd'hui, si la réponse politique est exclusivement sécuritaire, alors qu'il y a un volet sur la question du cap au fond, le type de civilisation, de société
que François Hollande, que l'exécutif, que le pays, enfin que les dirigeants du pays veulent offrir comme objectif aux citoyens, s'ils ne sont pas clairs sur cette capacité à exprimer au moins le retour à... Finalement, ça pose une question sur notre projet collectif aujourd'hui. Et ce sur quoi nous avons échoué, dans l'unité, dans la laïcité, dans la capacité à permettre à tous les jeunes de ce pays à réaliser leurs projets personnels, nous devons assez vite de répondre à ces questions et assez vite d'avoir un projet plus clair et avoir une réponse qui soit plus généreuse qu'une réponse simplement sécuritaire. Je pense que dans ce cas-là, on entrerait dans une spirale où on dirait finalement avec plus de policiers, avec un peu moins de liberté, on y arrivera. Non, il y a de nombreuses divisions sur ces questions au sein de la classe politique française. J'aimerais qu'on retrouve ces images en direct de la place de la République à Paris. C'est évidemment d'actualité. On commémore en ce moment même, ce sera dans un peu plus d'une heure maintenant qu'on commémorera heure pour heure le début de ces attentats à Paris. Il y a toujours ces Parisiens qui font face, qui nous renvoient cette image d'unité de la population face à ces attentats, face à cette horreur. La place de la République, un symbole pour nous Français. Un dernier mot peut-être, et ce sera le mot de la fin. Je vois un beau dessin là, c'est pour ça que je voulais... Alors allez-y. Je voulais finir sur ce dessin. Le clin d'œil de Mikaya, notre dessinateur tunisien, qui se demande si on n'est pas face à un choc des civilisations entre le barbare et barbare, ces gens qui lèvent leur verre aux terrasses des cafés, comme il l'était la semaine dernière. Et les Parisiens appellent d'ailleurs ce soir... Tu l'avais dessiné cette semaine, Bar et Barbare, déjà, mais pourquoi pas, on peut partager ce trait d'humour. Les Parisiens donnent rendez-vous d'ailleurs ce soir à tous les Français dans les bars. Faites du bruit, allumez les lumières pour commémorer cette première semaine d'attentats. On va en reparler tout de suite avec Myriam Amelel.